Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. La route nationale numéro 3, Kagbeleng-Dubreka-Tanene, sera entièrement reconstruite par le gouvernement guinéen sur instruction du président du CNRD, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est l'entreprise chinoise Cebitec qui est en charge de l'exécution des travaux. Dans la région de Kankan, la chimioprévention du paludisme saisonnier couvre actuellement 4 districts sanitaires, Mandiana, Sigiri, Kouroussa et Kankan. Pour le compte du deuxième passage, plus de 600 000 enfants ont été touchés. C'est une première dans l'histoire de la Guinée. Le Silip vient de se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 18 ans en handball. L'équipe nationale est également qualifiée pour les demi-finales de la 20e édition du championnat d'Afrique des cadets en Tunisie. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par l'édito de la présidence de la République à suivre. Animé par le désir de contribuer à l'élaboration d'une constitution inclusive, avec le général Mamadi Doumbouya, la Guinée connaît une nouvelle ère de dynamisme diplomatique et de rayonnement international. Cette nouvelle dynamique diplomatique guinéenne s'étend bien au-delà des frontières africaines. De Bamako à Kigali, en passant par Freetown, Dakar, Ankara, Riyad, New York et plus récemment la Chine, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, n'a pas cessé de parcourir le monde, consolidant des partenariats avec divers acteurs internationaux. La participation du chef de l'État à la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC à Pékin, sur invitation personnelle du président chinois Xi Jinping, témoigne de la volonté du général Mamadi Doumbouya d'imposer la Guinée comme un acteur clé en Afrique et dans le monde. Elle constitue un jalon important dans l'histoire diplomatique de la Guinée. Par ses actions, le chef de l'État place la Guinée au centre des enjeux économiques et politiques africains et mondiaux dans le cadre du repositionnement prôné au lendemain de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité. La Guinée, qui se veut un modèle de progrès en Afrique, offre une nouvelle perspective pour le développement économique, industriel et social du pays, tout en ouvrant la voie à une coopération internationale plus dynamique et inclusive. Accompagnée de son épouse et d'une délégation gouvernementale de haut niveau, avec notamment le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a participé à une série d'activités diplomatiques et économiques majeures, démontrant le retour effectif de la Guinée dans le concert des grandes nations. Ce séjour en Chine a permis de renforcer les liens de coopération entre Pékin et Conakry, tout en contribuant à l'ouverture et au repositionnement du pays sur la scène internationale. Le cœur de cette mission diplomatique du chef suprême des armées en Chine réside dans le programme phare hautement stratégique et visionnaire, Simandou 2040. Simandou 2040, une vision du général Mamadi Doumbouya qui promet de transformer radicalement l'économie guinéenne sur les 15 prochaines années. Ce programme hautement stratégique, dont le projet Simandou et le catalyseur s'articulent autour de différents domaines qui, ensemble, forgeront l'avenir économique du pays. Il s'agit en l'occurrence de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et du commerce, de l'éducation et de la culture, des infrastructures, des transports et des technologies, de l'économie, des finances et de l'assurance, ainsi que de la santé et du bien-être. Le projet Simandou incarne l'ambition d'une nation en pleine métamorphose. Sous la direction éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'engage résolument sur la voie d'une industrialisation à grande échelle. Le programme Simandou 2040 en est la pierre angulaire, dessinant un pont vers la prospérité pour le pays. Le Simandou, avec un minerai de haute qualité et une empreinte carbone de faible quantité, joue un rôle majeur dans la décarbonisation de l'industrie sidérurgique à l'échelle mondiale. Le programme Simandou 2040 inclut également un volet de contenu local fort, avec l'ambition de créer des opportunités d'emploi pour les Guinéens,
de soutenir les entreprises locales et de garantir un transfert de compétences à travers l'initiative Simandou Academy. Ce programme marque une étape historique pour la Guinée, plaçant le pays sur la voie de l'industrialisation durable. En effet, avec des infrastructures telles que les routes à péage et le chemin de fer reliant le corridor du Simandou, ainsi que la création de zones économiques spéciales, notamment à Mamou, c'est tout le tissu économique guinéen qui s'enrichit grâce à l'effet d'entraînement. Les investissements massifs qui seront injectés dans le Simandou ouvriront de nouvelles opportunités d'emploi et stimuleront la création de richesses locales, faisant de la Guinée une plaque tournante du commerce et de l'industrie pour toute la sous-région ouest-africaine. Ce programme incarne aussi la volonté de la Guinée de garantir un avenir meilleur à ses citoyens. Chaque raffinerie construite, chaque route tracée, chaque voie ferrée posée rapproche un peu plus le pays de son objectif ultime, un développement inclusif et équitable. Le général Mamadi Doumbouya a exprimé une vision claire pour le projet Simandou, transformer la Guinée en un hub industriel capable de valoriser ses ressources minières sur place et de se positionner comme un leader du marché mondial du fer et de l'acier. C'est dans cette nouvelle perspective de vision pragmatique que le président de la République a donné des instructions fermes au comité stratégique de suivi du projet Simandou pour l'élaboration d'un programme de développement hautement stratégique tout le long du corridor de Simandou baptisé Simandou 2040. Ce programme est une vision qui met en avant le partage de la prospérité et des retombées économiques du projet grâce au chemin de fer, le Trans-Guinéen. Ce chemin de fer comportant 2 tunnels, l'un d'une longueur de 4 km et l'autre de 12 km, soit le plus long en Afrique, appartient désormais à la coentreprise créée avec les partenaires industriels. La compagnie du Trans-Guinéen CTG et grâce à son aspect multi-utilisateur et multiservice. Au-delà de son rôle basique de moyen d'acheminement du minerai de fer, le chemin de fer du Simandou servira de moyen de transport de marchandises et de passagers. Le général Mamadi Doumbouya a ainsi appelé lors du Conseil des ministres du jeudi 30 mai 2024 « Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour faire avancer notre pays et préparer notre avenir et celui des futures générations. » Pour le chef de l'État, Simandou est le projet de l'espoir et de la prospérité qui va contribuer à améliorer considérablement le bien-être de la population. De façon très claire, il a affirmé avec détermination que les intérêts de la Guinée ne seront pas sacrifiés. C'est pourquoi il fait personnellement un suivi rigoureux des avancées du projet. Sa vision du Simandou 2040, conformément à ses instructions, devrait être débattue en toute inclusivité au sein du comité stratégique de suivi du projet Simandou, mais également avec le concours du gouvernement afin de définir un programme de développement socio-économique autour de la vision Simandou 2040. Ce programme hautement stratégique qui s'appuie sur le potentiel du projet Simandou pour développer les secteurs névralgiques de l'économie nationale se démarquera comme un plan de développement et d'accélération vers l'émergence. Dans la vision du chef de l'État, le programme Simandou 2040 devra être institutionnalisé pour devenir le schéma directeur national du développement socio-économique de la Guinée. Ce programme représente ainsi l'espoir d'une Guinée plus forte, plus prospère et mieux équipée pour répondre aux défis du XXIe siècle. L'avenir de la Guinée sous l'impulsion de Simandou 2040 se dessine avec audace, ambition et résilience. Le repositionnement de la Guinée sur la scène africaine et internationale s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour renforcer la coopération avec les partenaires internationaux tout en promouvant les intérêts guinéens. La mission en Chine n'a pas seulement consolidé les relations avec Pékin, mais a également permis d'attirer les nouveaux partenaires sur les opportunités qu'offre la Guinée. Par ailleurs, le couple présidentiel a brillamment représenté la Guinée à Pékin en mettant en avant l'identité culturelle du pays à travers le textile guinéen fièrement arboré par le président de la République et la première dame. Ce qui a permis de renforcer encore plus l'image d'une nation qui, tout en se modernisant, reste fière de son héritage.
Après sa brillante participation au forum sur la coopération sino-guinéenne FOCAC à Pékin, le chef de l'État a regagné Conakry le mercredi 11 septembre 2024. Le retour triomphal du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a été marqué par une mobilisation populaire sans précédent. De l'aéroport international Ahmed Sékou Touré à Kaloum, en passant par l'autoroute Fidel Castro, une foule immense a envahi les rues pour acclamer leur chef d'État. Cette liesse populaire est un message clair. Le peuple de Guinée est en phase et en parfaite symbiose avec son président. Cette démonstration de force populaire est le reflet d'une réalité incontestable. Le général Mamadi Doumbouya, à travers ses actions audacieuses, a su restaurer la confiance d'un peuple longtemps meurtri par des décennies d'incertitude et de stagnation. Depuis son accession à la tête de l'État, il a initié une dynamique de transformation structurelle dans tous les secteurs clés de la nation. Qu'il s'agisse des réformes sociales, économiques, politiques ou de la lutte contre la corruption, les fruits de son leadership sont palpables. La réception triomphale du président de la République à son retour de Pékin n'est pas un simple geste de soutien, mais bien un acte de reconnaissance. Reconnaissance pour les efforts titanesques déployés pour repositionner la Guinée sur la scène internationale, notamment à travers des partenariats stratégiques. Reconnaissance pour son combat acharné pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Ce soutien populaire massif est également une réponse aux détracteurs qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, tentent de minimiser les avancées réalisées sous sa gouvernance. Mais face à ces critiques, le peuple a tranché et son verdict est sans appel. Le président général Mamadi Doumbouya incarne l'espoir et le renouveau dont la Guinée avait tant besoin. Cet espoir s'est concrétisé une fois encore le 14 septembre 2024 avec la restitution à Wonkifon dans la préfecture de Koya des titres fonciers et des plans parcellaires au collectif de victimes de déguerpissement de Kapororaï, Kipé et Dimès. Après des années de mécontentement, de lutte et de frustration, les membres de ce collectif voient enfin leurs droits restaurés grâce à l'initiative du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ce geste social constitue une réparation significative d'une injustice qui perdurait depuis des décennies. C'est l'œuvre salvatrice d'un homme engagé, le général Mamadi Doumbouya, véritable père de la nation qui s'emploie avec détermination à bâtir un avenir meilleur pour tous les Guinéens. Que dire de la place accordée à la gente féminine par le chef de l'État? Durant la semaine de l'indépendance du 27 septembre au 3 octobre 2024, le général Mamadi Doumbouya rendra hommage à la Guinéenne. Nos héroïnes du passé, leaders d'aujourd'hui, gardiennes de l'héritage et artisans du futur, à l'occasion de cette célébration du 66e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble », la Guinéenne, les femmes seront une fois encore au cœur de ces festivités. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Et puis le Conseil national de la transition a officiellement lancé l'exercice de vulgarisation de l'avant-projet de constitution de la République de Guinée. À l'international, la première étape de cette initiative a eu lieu hier en France, précisément dans le 14e arrondissement de Paris. La rencontre avait pour objectif d'informer la diaspora guinéenne sur les réformes envisagées dans ce texte juridique fondamental et de recueillir ses avis et contributions. Abdoulaye Diallo, commentaire. Animés par le désir de contribuer à l'élaboration d'une constitution inclusive, les Guinéens de France et d'autres pays d'Europe ont massivement répondu à l'invitation de la délégation de l'organe législatif de la transition, conduite par son président Dr Dansa Kourouma. Cette rencontre a également connu la participation des membres des conseils des Guinéens à l'étranger, du corps diplomatique et consulaire d'autres pays européens tels que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse et l'Italie. Les citoyens guinéens ont également été consultés sur place en Guinée à travers le travail de terrain des députés. Il nous reviendra aujourd'hui
après l'exposé que voudront bien nous faire Monsieur le Président du CNT et la délégation qui l'accompagne, de poser les questions sur les zones d'ombre qui persistent afin d'approfondir notre compréhension de ce texte si important pour notre pays. C'est donc l'occasion de vous témoigner de tout l'intérêt que le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, et singulièrement encore une fois du président de la République, porte à la communauté guinéenne que vous représentez fidèlement et fièrement dans le dessein d'œuvrer ensemble au renforcement de la solidarité, de l'unité et du patriotisme agissant qui nous incarne et prendre objectivement les rênes du développement de notre chère nation. Fruit des longs travail méthodique de la représentation nationale, l'avant-projet de la nouvelle constitution touche plusieurs thématiques cruciales telles que l'organisation des institutions, les grandes innovations, la gouvernance, les droits et devoirs des citoyens guinéens. Globalement, l'avant-projet qui nous est présenté apporte un certain nombre d'innovations et de progrès et une nouvelle vision de la Constitution dans notre pays. Néanmoins, bien évidemment, c'est un travail qui nous est proposé, c'est un avant-projet, donc il y a absolument des amendements à faire. Cette présentation de la loi fondamentale à Paris vise à garantir une large participation des Guinéens vivant à l'étranger en vue de s'assurer que ce texte reflète les attentes et aspirations du peuple souverain de Guinée. Ce qui est important, chaque constitution est le reflet de la société. Vous ne pouvez pas imposer ce qu'ils pensent les Français aux Guinéens. C'est les Guinéens qui décideront qu'est-ce qui est bon pour eux. C'est pourquoi cette constitution, contrairement aux autres constitutions qu'on a connues, même celle de 2010, elle sera soumise à un référendum. Après un débat sur son avant-projet et un débat sur le projet lui-même pour que les citoyens, en connaissance des causes, se prononcent oui ou non à cette constitution. Mais quand le oui l'emporte, étant patriote, nous devons vivre avec. Ce n'est pas la loi qui doit s'accommoder aux hommes, c'est les hommes qui doivent s'accommoder à la loi. Nous ne pouvons pas citer dans une constitution, parce que ça n'existe pas, une catégorie de personnes qui peut être candidat ou pas. Non, c'est le peuple qui va juger. Et la candidature étant strictement individuelle, d'abord, ça commence par une déclaration de candidature. Au cours de cet échange constructif entre la diaspora et les représentants de l'organe législatif de la transition, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment la durée de mandat, les mécanismes de contrôle des institutions, les relations entre les trois principaux pouvoirs et la protection des droits de la diaspora. Mais toutes les questions posées sur la plateforme seront répondues. Et toutes les contributions que vous envoyez seront analysées et prises en compte. Toutes les questions sont légitimes. Parce que c'est une constitution qui est faite à la fois pour les intellectuels et les analphabètes, pour les partisans et les opposants. Elle est faite pour tous les citoyens guinéens, quelle que soit leur manière de penser, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur conviction. Donc gagnons du temps à amender ce texte-là pour que ça corresponde à nos réalités actuelles et futures. Et quand vous regardez les dispositions qui disent que la Constitution ne peut pas être annulée, mais ça garantit l'intangibilité de la Constitution. Parce que les anciennes constitutions n'ont pas prévu que la Constitution ne pouvait pas être suspendue. Nous mettons le trait pour que le futur soit régulé par un texte qui se veut intangible, rigoureux. Et qu'on vende ce texte-là à la population pour que l'ensemble de ces compartiments puissent adhérer. C'est ça qui caractérise l'intangibilité de la Constitution. Les participants ont eu également l'opportunité d'apporter des contributions concrètes afin d'améliorer le contenu de ce texte fondateur. Ce processus de transparence et de concertation est une étape essentielle dans la rédaction et l'adoption de la nouvelle constitution guinéenne. D'autres rencontres de ce type sont prévues dans diverses villes à forte concentration des Guinéens à travers le monde.
À marge des travaux de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre a rencontré le président de la commission de la CEDEAO. Les échanges ont porté sur les initiatives du CNRD relatives à la transition en cours. C'était également l'occasion pour le président de la CEDEAO d'apprécier les démarches entreprises pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel depuis New York. Ousmane Kobele Keïta et Hadi Kamara. La délégation guinéenne reçoit le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. En marge des travaux de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, cette audience est la première rencontre bilatérale à l'agenda du Premier ministre Amadou Ouriba. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Maurice Sandan Kouyaté, et l'ambassadeur représentant permanent de la Guinée auprès des Nations unies, Paul Gouazoumanigui, prennent part à cette rencontre restreinte entre l'institution sous-régionale et la République de Guinée. Vous savez, la CEDEAO, ce n'est pas une institution, c'est l'institution de la Guinée. Alors, en tant que président de la commission, je suis venu pour renouveler notre engagement à œuvrer avec la Guinée dans tous les domaines. Et le Premier ministre nous a bien indiqué sa volonté de continuer à travailler avec nous. Et c'est le but de notre visite. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est informée des efforts en cours pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, selon la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les deux parties ont échangé et surtout la délégation guinéenne a insisté sur le fait que la Guinée continue à avancer sur son programme et qu'il ne s'agit pas de parler de transition, il s'agit de parler de refondation et qu'on ne peut pas prendre une partie du temps, se focaliser sur ça et oublier le développement social, économique et politique du pays. Donc cette vision du chef de l'État a été réexpliquée à la CEDEAO et aussi les avancées que nous avons eu à faire dans le cadre du RAVEC et puis la Constitution, on a parlé de tout cela et la CEDEAO était très contente, satisfaite et elle s'est dit qu'il y avait de quoi placer leur confiance en la Guinée. La CEDEAO et la Guinée réaffirment leur volonté à poursuivre le partenariat dynamique dans un esprit de dialogue franc et de compréhension mutuelle. Cette rencontre s'est tenue en marge du sommet de l'avenir qui a abouti à l'adoption d'un pacte pour un avenir commun. Il engage les parties à renforcer la coopération sur les bases d'un système bilatéral revigoré. Et puis cette bonne nouvelle pour les usagers et les populations riveraines de la route nationale numéro 3, Kagbele-Djubreka-Tanene. Ce tronçon de 62 km sera entièrement reconstruit par le gouvernement guinéen sur instruction du président du CNRD, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est l'entreprise chinoise Sebitec qui est en charge de l'exécution des travaux. En attendant la fin de la saison des pluies, des mesures urgentes sont prises pour éliminer les points critiques. Autre précision avec Mamadi Terna Kamisoko. La route nationale numéro 3, Kagbele-Bofa-Boké, en passant par Djubreka et Tanene. Depuis quelque temps, l'état de dégradation poussé de cet axe inquiète usagers et riverains de cette route internationale. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, attentif au cri de cœur des citoyens, se déploie sur le terrain et engage des travaux d'entretien d'urgence en attendant la reconstruction complète. Ces travaux de maintenance et d'assainissement en cours consistent à faire le bouchage des trous à l'aide des blocs de pierre et le terrassement. Ça fait presque plus de 2 mois. Nous sommes là-dessus, alors sur ce projet de Kagbele à Tanene. Bon. Ce qu'on est en train de faire, alors c'est la maintenance. On a alors mis plus de 2000 kilos de mètres cubes
de gravier ou bien de blocs alors, pour fermer les trous, les grands trous. C'est une bouffée d'oxygène pour les populations de Dubreka et même du pays, afin que le gouvernement puisse rapidement réhabiliter cette route-là. L'élimination des points critiques s'effectue avec le début des caniveaux. 62 km allant de Kagbele à Tanene sont confiés à l'entreprise chinoise Cibitec pour un délai d'1 an. On a donné le contrat à l'une des plus grandes sociétés d'État chinoises et une société qui a fait ses preuves non seulement en Afrique mais aussi en Guinée. C'est cette société qui a, dans le cadre de l'accord cadre sino-guinéen, qui a réalisé plus de 60 km de voirie urbaine dans Conakry. La reconstruction de la route Kagbele-Dubreka-Tanene après les grandes pluies entre dans le cadre des chantiers prioritaires du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi la délégation du ministère des Infrastructures et des Travaux publics a échangé avec les autorités et la notabilité de Dubreka. Aussi, on a reçu cette délégation aujourd'hui pour annoncer des travaux de construction des routes de Dubreka. Vraiment, au nom de tous les religieux, tous les imams et tous les prêtres, vraiment, nous disons merci au général Mamadi Doumbouya. Nous sommes là aujourd'hui effectivement pour constater le démarrage des travaux, la mobilisation de l'entreprise d'abord, pour le démarrage qui se fera de façon progressive en tenant compte des intempéries liées à la pluie et les autres aspects. Aujourd'hui, l'agence de gestion des routes AGERoute et l'entreprise en charge des travaux comptent donner un coup d'accélérateur à ce chantier routier. Dans un autre registre, l'école préparatoire de l'Internet, c'est un nouveau concept en Guinée. Il offre la possibilité aux spécialistes de réfléchir sur les politiques et stratégies à mettre en place pour améliorer l'accès à un Internet fiable, juste et équitable. L'idée du chapitre guinéen de l'Internet Society pour développer la gouvernance de l'Internet dans notre pays. Plus de détails avec Moussa Komara. Dans cette salle, des représentants de la société civile, des universitaires et des experts de l'écosystème du numérique. Ils sont invités à comprendre l'histoire de l'Internet, les principes de la gouvernance de l'Internet, la sécurité des données, la cybersécurité et ses réglementations. La rencontre est baptisée l'école préparatoire du Forum de la gouvernance de l'Internet en Guinée. L'école préparatoire consiste à réunir les acteurs de la société civile, le gouvernement, les secteurs privés et publics, afin de leur expliquer c'est quoi la gouvernance de l'Internet, quels sont les acteurs, quelles sont les thématiques qui seront abordées lors du forum. Ce cadre d'échange interprofessionnel offre l'occasion de discuter de la nécessité d'intensifier les efforts pour promouvoir un Internet ouvert, fiable, accessible et inclusif qui profitera à l'ensemble de la population. C'est une très belle initiative et surtout elle est à encourager parce que c'est un cadre qui nous permet, nous en tant qu'acteurs du secteur, de pouvoir échanger et d'avoir des informations sur la gouvernance de l'Internet. Pendant ces temps, l'utilisation rationnelle de l'Internet reste très préoccupante en Guinée. Des solutions concrètes sont attendues des experts qui influenceront les politiques et stratégies numériques en Guinée. Des liens bien établis par rapport à Internet, cela nous permet aujourd'hui de permettre à certains candidats de nos masters d'être à Mamou et de suivre le cours du professeur qui se trouve à Dakar ou qui se trouve au Bénin. Ces travaux de partage d'idées ont duré des jours. Le chapitre guinéen de l'Internet Society, très actif pour une meilleure gouvernance de l'Internet, espère aussi sensibiliser sur les impacts des coupures d'Internet sur nos activités quotidiennes en Guinée. Dans le volet santé, le comité régional de la santé de la ville de Conakry vient de se tenir avec la participation de plusieurs acteurs publics, notamment les agents de santé, la société civile et les partenaires. Cet espace d'échange d'idées a permis aux participants de louer les efforts consentis, mais aussi d'énumérer les défis à relever, comme la couverture vaccinale et la prise en charge des malades. Aboubacar Djabi, compte rendu.
La promotion de la santé publique en Guinée constitue une priorité majeure pour le gouvernement et ses partenaires. À Conakry, les rencontres se multiplient pour atteindre cet objectif d'accompagnement des populations vers une meilleure couverture sanitaire. Ce comité régional de la ville de Conakry est organisé dans ce sens pour faire le bilan des activités réalisées semestriellement afin de se pencher sur les défis imminents. Nous mesurons à travers cette session l'efficacité de cette intervention de la santé. Donc ça nous permet tout de suite d'identifier nos faiblesses, c'est-à-dire du semestre passé, mais aussi de se projeter dans l'avenir pour améliorer ces indicateurs-là, notamment dans la couverture vaccinale, au niveau de la santé de la reproduction, au niveau de la consultation primaire curative, au niveau de la nutrition, au niveau même de l'hygiène publique. En Guinée, les efforts continuent d'être déployés pour offrir des soins de qualité à la population. Cette instance dresse une revue des objectifs du ministère de la Santé. Ici, tous mesurent la portée de l'événement pour identifier le manque à gagner. Les résultats du premier semestre là sont vraiment satisfaisants comparativement au semestre 1 de l'année passée. Nous allons renforcer et accélérer la formation des agents sur le terrain. Comme vous savez, la vaccination, c'est un problème à Conakry parce que jusqu'à présent, il y a certains enfants qui sont sous-immunisés ou non immunisés. Donc, les partenaires sont à pied d'œuvre pour que cette situation soit corrigée. Les histoires de succès et ce qui ici permet à la direction de réfléchir mieux à des propositions de solutions pour faire face aux différents problèmes en vue d'offrir à cette population des soins de qualité. Cet espace de donner et de recevoir va permettre d'analyser de fond en comble les vrais problèmes de santé à Conakry pour une meilleure prise en charge des malades. Nous ne changeons pas de sujet dans la région de Kankan. La chimioprévention du paludisme saisonnier couvre actuellement 4 districts sanitaires, Mandiana, Sigiri, Kouroussa et Kankan, financés par le Fonds mondial. La campagne concerne les femmes enceintes et les enfants de 3 à 59 mois. Pour le compte du deuxième passage, plus de 600 000 enfants ont été touchés. Le suivi et la prise en charge communautaire sont assurés par l'ONG Agile. Abdul Karim Kamara nous fait le point. Le combat pour réduire le fardeau du paludisme ne faiblit point. La région de Kankan fait partie des zones où le taux de transmission est très élevé. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention du projet PALU GC7, la femme enceinte bénéficie du sulfadoxine pyrimétamine et une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. J'ai reçu des comprimés rouges et blancs, les uns pour la prévention, les autres pour augmenter le sang dans mon corps, tout en respectant les rendez-vous. À date, je me sens protégée, mes enfants et moi dormons sous la moustiquaire. À Balato, préfecture de Kouroussa, cette équipe d'agents distributeurs fait le porte-à-porte. C'est le deuxième passage au compte de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Elle concerne les enfants de 3 à 59 mois. Et pendant 4 passages, chaque enfant bénéficiera de la prise de la SPAQ. Avant, nous faisons recours à la pharmacopée pour guérir nos enfants du paludisme sans succès. Aujourd'hui, nous réalisons que ce programme de prévention est le passage obligé pour protéger nos enfants. L'Alliance pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales en partenariat avec Catholic Relief Service assure le suivi et la prise en charge communautaire à travers des activités promotionnelles pour l'utilisation des moustiquaires et la fréquentation des services de santé. C'est également de veiller sur les ménages afin que les cartes qui sont données à ces mamans qui puissent mieux garder ces cartes-là, puisque la CPS se passe pendant 4 mois. On demande toujours aux différents ménages de veiller à ce qu'il n'existe pas des eaux stagnantes, qui sont vraiment les lieux ou les sites de production également de ces vecteurs de paludisme qui n'est rien d'autre que l'anophèle femelle. C'est une question qui était attendue. Comment commencer la prévention, la chimioprévention saisonnière dans nos districts sanitaires. Ça, c'est l'effort conjugué
de l'asile, OMS, tous les partenaires qui tournent autour de moi pour atteindre les couvertures escomptées. Dans la région Kouroussa, Mandiana, Sigiri et Kankan sont les 4 districts sanitaires concernés par cette campagne de chimioprévention contre le paludisme saisonnier financée par le Fonds mondial. Ce deuxième passage a couvert 84 centres de santé et près de 600 000 enfants de 3 à 59 mois ont été touchés, soit une couverture de 124%. Rendons-nous à présent à Dubreka où se tient la formation des agents de santé sur la prévention et la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte. L'atelier est organisé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec un appui technique et financier du projet Notre Santé de l'USAID. Cette formation de 5 jours a regroupé 25 sages-femmes et chefs de poste de santé. N'est-ce pas, Adiatou Bari? Dans le district sanitaire de Dubreka, l'incidence annuelle moyenne du paludisme est de 300 cas pour 1000 habitants. Ce sont les données sanitaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les femmes enceintes sont en première ligne de l'infection. D'où cette session de renforcement de capacité des prestataires sur la prévention et la prise en charge du paludisme chez la femme en état de famille. Le paludisme présente un risque pour la femme et pour l'enfant qu'elle porte. Donc pour la femme, le paludisme peut entraîner une anémie sévère, peut entraîner aussi l'avortement et peut même conduire au décès de la femme. Ces agents seront formés ici. À leur retour, ils vont appliquer les principes qu'ils ont reçus au cours de cette formation. Et nous passerons pour la supervision parce que grâce au ministère de la Santé, au gouvernement et les partenaires, aujourd'hui, la prise en charge du paludisme est gratuite. Ces prestataires sont venus des différentes formations sanitaires de Dubreka. La formation lie la théorie à la pratique. À l'hôpital préfectoral et au centre de santé urbain, ils viennent toucher les réalités du terrain. Nous avons remarqué que la formation qu'ils ont eue dans la salle, ils sont en train de l'appliquer pour la réalisation du TDR chez les patients, sur les conditions de réalisation des TDR en respectant les SOPs. Au niveau de la maternité également, la prise en charge du paludisme chez les femmes enceintes. Nous nous sommes rendus compte que les apprenants sont en train d'appliquer. Au total, ils sont une vingtaine d'agents de santé à participer à la formation. L'initiative est soutenue par le projet Notre Santé sur financement du gouvernement américain. À l'enseignement supérieur, la rentrée universitaire est prévue pour le 14 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. D'ici là, un séminaire sur le renforcement des capacités des équipes est prévu. La suite avec Mounir Bari. À l'orée de la rentrée universitaire prévue pour le 14 octobre prochain, l'heure est à la projection des projets et programmes innovants pour une meilleure gouvernance des institutions. À l'université Gamala Ben Nasser de Conakry, le ministre Alpha Bakar Bari préside les travaux de renforcement des capacités des équipes de gestion des institutions d'enseignement supérieur du pays. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée des classes au niveau des universités. Nous avons jugé utile d'organiser un séminaire à l'attention des équipes de direction de toutes les institutions d'enseignement supérieur de recherche du pays, pour que l'on puisse, pendant un séminaire, procéder à des programmes de renforcement de capacité, échanger et mieux préparer la rentrée universitaire 2024-2025. La promotion d'une meilleure gouvernance, la révision des textes réglementaires ou encore le renforcement de la cohésion entre les différentes entités sont entre autres stratégies enclenchées par les autorités de ce département. Ce séminaire révèle une importance capitale pour l'avenir de l'enseignement supérieur en Guinée. Il offre une opportunité unique aux responsables et aux gestionnaires des universités, instituts supérieurs et écoles de notre pays de renforcer leurs compétences, d'améliorer la gestion et la gouvernance de nos institutions afin de répondre efficacement aux défis de l'heure. Durant plusieurs jours d'activité intense, ces cadres et techniciens de ce département stratégique devront travailler pour l'harmonisation des textes, l'accès aux documents pédagogiques ou encore la formation et la promotion des études avancées.
Dans le volet humanitaire, la Fondation Makongo Family Charity poursuit ses œuvres de charité au profit des enfants déshérités. À quelques jours de la rentrée des classes, à Kaloum, ces enfants ont bénéficié de fournitures scolaires et autres prises en charge. Une façon pour le docteur David Makongo d'accompagner les autorités de la transition dans la formation des jeunes Guinéens. Bakary Bambakondé, reportage. À quelques jours de la rentrée des classes, Dr David Makongo, président de la fondation Makongo Family Charity, fait parler son cœur en faveur des enfants démunis de la capitale Conakry. Ainsi, il leur offre des fournitures scolaires composées de sacs, de cahiers, de stylos, mais surtout assure la scolarité de 100 enfants au compte de cette année scolaire 2024-2025 à l'image des années antérieures. La jeunesse étant le soubassement de l'avenir d'un pays, il ne faudrait pas que tu attends que les autres viennent en aide, où il faut fournir tes efforts pour donner des initiatives vous-même pour aller vers les personnes qui ont des moyens pour aider les orphelins. Ce geste du président de MAFAC vise à accompagner les autorités du pays. Merci les membres de la société, je remercie encore. Vraiment, je suis tellement content. Le président Mamadi Doumbouya est le papa de tous les enfants. Donc, les enfants ont compris qu'on les a apportés au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour les aider à aller à l'école. Je profite de cette occasion de demander à la jeunesse de Kaloum de continuer à suivre les exemples de notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, maintenir la paix, le vivre ensemble et promouvoir l'unité nationale. Cette assistance aux enfants du centre-ville marque le début des actions de charité de la Fondation Makongo Family Charity dans son volet éducation qui se tient toutes les années au profit des enfants déshérités de Conakry à l'intérieur du pays, selon son président. Et pour influencer positivement les politiques publiques, la Maison des associations et ONG de Guinée tient à Kindia sa retraite stratégique pour l'élaboration et la validation de son plan quinquennal 2025-2030. Cette rencontre d'échange et de renforcement de capacités a réuni les cadres régionaux et préfectoraux de la société civile. Il sera question pendant 2 jours de définir les priorités et mettre en place un plan d'action solide pour les années à venir. Son Assagno compte rendu. Pour bâtir un plan d'action solide pour les années à venir afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, la Maison des associations et ONG de Guinée tient à Kindia sa retraite stratégique dans le cadre de l'élaboration et la validation du plan stratégique 2025-2030. Le but est d'améliorer les conditions techniques, opérationnelles et financières de la plateforme MAOG. Cette retraite stratégique est un espace de travail, de dialogue et de réflexion collective. Ces 2 jours seront l'occasion de fixer ensemble les priorités stratégiques qui garantiront la pérennité de nos actions et la réalisation de nos objectifs. Le plan stratégique quinquennal 2025-2030 que nous allons élaborer et valider ici sera notre feuille de route. Aujourd'hui, force est de reconnaître que notre pays, notre beau pays, la Guinée, traverse un moment décisif de son histoire. C'est pourquoi, dans ce contexte, il est de notre devoir de rappeler ici que la société civile, en tant que dimension de veille de l'action des pouvoirs publics, doit rester et demeurer un ensemble important pour la cohésion sociale, la stabilité politique et la sauvegarde de la démocratie. Cette rencontre de travail et de réflexion est la suite logique des résolutions des journées d'orientation stratégique organisées récemment au siège de la Maison des associations et ONG de Guinée. Cette retraite n'est pas seulement un moment de rencontre, mais également une opportunité unique pour nous tous de réfléchir ensemble aux défis et aux opportunités qui se présentent à nous dans la réalisation de notre mission. Elle nous permettra de renforcer nos liens, d'échanger des idées novatrices et d'établir des stratégies qui guideront notre action et notre engagement vers les communautés que nous servons.
Les travaux vont porter sur plusieurs thèmes et cela va permettre de renforcer les capacités opérationnelles de tous les acteurs de la société civile présents à cette rencontre. Dans le volet environnement, comment accéder au financement du Fonds pour l'environnement mondial pour concrétiser les projets et programmes de développement. La problématique réunit tous les cadres des différents services du ministère de l'Environnement et du Développement durable. 2 jours de débat pour s'approprier les mécanismes et exigences de ce bailleur qui a financé 83 projets en Guinée depuis 1991. Ousmane Ba. Comment accéder au Fonds pour l'environnement mondial, FEM, pour le financement des projets et programmes de développement? La problématique réunit à Conakry tous les services du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ministères sectoriels, ONG et membres de la société civile engagés en faveur de la protection du couvert végétal. Un dialogue consacré aux enjeux, défis et opportunités de financement de ce bailleur représenté en Guinée par le FECAN, Fonds de l'environnement et du capital naturel. Pour le cycle en cours, le cycle 8, la Guinée, en sa qualité de pays bénéficiaire, a reçu des allocations incitatives au titre des fonds STAR et des subventions affichées à d'autres guichets qu'elle doit mobiliser. Pour engendrer ces financements, le pays a opté pour une démarche participative et inclusive de formation du portefeuille de priorité sur la base du programme de référence intermédiaire pays en cours. Les accords multilatéraux sur l'environnement, dont le FEM et le mécanisme financier, ont fixé des objectifs ambitieux visant à lutter contre la dégradation de l'environnement. Sur la base des orientations fournies par les accords multilatéraux pour l'environnement pertinent, les stratégies du 8e cycle visent à créer un impact à grande échelle tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement mondial conformément au mandat du FEM. Un dialogue de 2 jours qui se veut fructueux. Il va aboutir à des accords permettant de mieux cerner les problèmes liés à la dégradation des écosystèmes en vue d'obtenir des solutions pérennes. Je reste persuadée que les échanges au cours de ces 2 journées seront riches et constructifs en permettant des rapports plus soutenus et fructueux entre le FEM et notre pays. Ces échanges permettent surtout d'accroître les capacités des acteurs nationaux en favorisant une plus grande maîtrise des procédures du fonds pour une meilleure mobilisation des ressources de ces différents guichets. Depuis 1991, le Fonds pour l'environnement mondial a financé 83 projets en Guinée. La maîtrise des procédures pour accéder à ces fonds va contribuer à accroître la lutte en faveur de l'environnement très menacé. Et puis les grandes pluies qui se sont abattues ces dernières semaines sur le pays ont impacté 4 districts dans les sous-préfectures de Tanene et d'Abis dans Boké. Aussitôt informés, les autorités régionales se sont rendues dans ces villages pour exprimer leur solidarité aux sinistrés en leur apportant des vivres et les mots de compassion du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Younoussa Tawel Kamara, reportage. Ces derniers temps, de fortes pluies se sont abattues sur la région de Boké et causé des dégâts dans certaines localités, comme ici dans le district de Guigiti, sous-préfecture de Tanene, où le village a été inondé. Les autorités se rendent donc sur place pour exprimer leur solidarité aux sinistrés, mais aussi leur apporter des vivres. Nous nous sommes rassemblés, on a réuni les forces et les moyens au niveau régional pour venir accompagner les sinistrés. Et vous avez vu, il y a un certain nombre de personnes, de femmes et des enfants qui sont regroupés au niveau de l'école primaire, au niveau du centre de santé, au niveau de la mosquée, qui ont perdu malheureusement des bâtiments qui sont écroulés sous l'effet de l'eau. Même catastrophe dans la sous-préfecture de Dabis également. Là, 3 districts sont impactés par les pluies diluviennes. Il s'agit des districts de Paraboué, Kisomaya et Dabis Centre. Il y a eu 3 villages qui ont été inondés, en commençant par le district de Paraboué Centre. Il y a eu 52 bâtiments complètement inondés. Dans le village de Kaïdi, le district de Dabis Centre, secteur de Kisomaya, il y a eu plus de 48 bâtiments aussi inondés. Sur plusieurs bâtiments, il n'y a pas de fondation. C'est directement, les premières briques ont été posées à terre. Donc l'humidité est remontée. Donc avec le poids de la maison, c'est ce qui a provoqué
les fissures. Les autorités de Boké comptent se rendre prochainement dans d'autres localités pour apporter des vivres aux victimes des récentes inondations. L'OIM, dans son programme de gouvernance migratoire en collaboration avec l'Union européenne, lance officiellement une vaste campagne de formation en gestion des micro-entreprises en faveur de 1769 migrants de retour. Il est question de les réintégrer sur le plan socio-économique. Les régions touchées sont Labé, Mamou et Farana. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. L'emploi des jeunes, une des priorités majeures du gouvernement de la transition. Dans cette bataille, l'OIM, dans son programme de gouvernance migratoire, en collaboration avec l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire, lance cette campagne de formation en gestion microfinance. Elle concerne 1769 migrants de retour dans les régions de Labé, Mamou et Farana. Dans l'accomplissement de cette mission, l'OIM Guinée, en partenariat avec l'Union européenne, avec l'accompagnement de l'État guinéen, espère outiller les migrants à mieux gérer leur activité pour créer un maximum de jeunes évoluant dans l'entrepreneuriat afin de développer l'économie locale. Et si l'État guinéen et ses partenaires techniques et financiers montent un créneau pour essayer de maîtriser le flux du système migratoire en mettant tous les mécanismes pour accompagner les migrants retournés à travers la sensibilisation, l'accompagnement nécessaire, c'est quelque chose que je salue. Pour mettre en œuvre ce programme de l'OIM et faciliter la réintégration économique durable des bénéficiaires, l'ONG AFED utilise une approche participative. La formation que j'ai reçue là, si les moyens me permettent, je vais ouvrir une entreprise, ma propre entreprise. Je vais chercher des employés. Après cette formation, il faut que chacun puisse quand même, à travers l'assistance que l'OIM lui a faite, pouvoir gérer son entreprise, avoir toutes les informations nécessaires et puis les attitudes à pouvoir gérer son entreprise. Avec l'appui de ces acteurs, cette formation continue des migrants de retour en business scale, ça fournira des informations pertinentes et utiles. Et disons que l'inclusion des personnes atteintes de handicap est en marche en Guinée. 16 personnes issues de cette couche sociale ont été célébrées par le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables en guise de reconnaissance de leur bravoure. Compte rendu Mohamed de Camara. La cérémonie marque la reconnaissance des efforts fournis par ces personnes vivant avec un handicap. Ils sont 16 personnes handicapées à vaincre les préjugés pour gagner le pari de réussir leur examen scolaire pour les uns et l'intégration à la fonction publique pour les autres. En Guinée, nous sommes à près de 166 000 personnes porteuses de handicap et l'opinion a souvent tendance à penser que quand on est porteur de handicap, qu'on est un fardeau social. Le ministère va à l'encontre de tels préjugés conformément à ses engagements inscrits au niveau de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et c'est ce qui nous a conduit à célébrer aujourd'hui 13 candidats qui ont été admis aux différents examens scolaires, à 3 candidats qui ont pu accéder à la fonction publique. Merci Madame la Ministre pour l'attention, l'esprit de tolérance et d'inclusion et surtout pour la valorisation de nos droits. Chez nous, la pitié n'est pas le maître mot. Ce que nous sollicitons, c'est la promotion des droits dans leur globalité et surtout l'application des droits spécifiques qui nous reviennent. Le gouvernement, dans sa politique d'inclusion, ne veut laisser aucune catégorie sociale derrière. Au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, il y a une réelle ambition qui nourrit aujourd'hui nos actions pour la prise en compte réelle des besoins des personnes vulnérables. Quand on organisait ce concours, nous avons fait le choix de la transparence, nous avons fait le choix de l'innovation, mais nous avons fait aussi le choix de l'égalité de chance entre les filles et les fils de ce pays. Et parlant d'égalité de chance, nous avions aussi voulu que les personnes handicapées puissent avoir leur chance d'accéder pour servir l'administration publique guinéenne. Ils ont leur diplôme, mais nous voulions vraiment marquer
le cours en leur donnant ces satisfecits pour réduire le nombre de personnes vulnérables dans notre pays. Les gens pensent que le handicap dans notre pays, c'est synonyme de mendicité. Et c'est ce que nous voulons réduire. Le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers les écoles spécialisées, le centre Sogué de Taouya, l'école des sourds-muets de Boulbiné et l'école des aveugles des Erekouré, offrent des formations de base à ces personnes qui veulent participer à leur tour au développement socio-économique du pays. Pour finir, la Guinée se qualifie pour la toute première fois à la Coupe du Monde des moins de 18 ans en handball. Le Sili Handball participe à la 20e édition du championnat d'Afrique des cadets en Tunisie depuis le 19 septembre. L'équipe nationale a battu ce 23 septembre 2024 la Libye et se qualifie en demi-finale en arrachant également son ticket pour le mondial. Bintia Kondé revient sur le film de la rencontre. Regardez. Le Sili cadet entame pourtant cette compétition par une défaite contre l'Égypte, 46 buts à 22. Cette défaite permet au groupe de revoir les manquements afin de corriger avant la deuxième rencontre face à l'Algérie. Contre l'Algérie, on a vu une équipe guinéenne déterminée et engagée à se relancer dans sa poule. Après donc les 2 fois 30 minutes, le Sili domine son adversaire avec 10 buts d'écart, 35 buts à 25. Le dernier match de poule opposait le Sili cadet au Burundais. L'idée de continuer sur la même lancée, c'est-à-dire dans sa série de victoires, permet aux champions de la zone 2 de gagner ce match sans énorme difficulté, 39 buts à 26. Après 3 matchs disputés, le bilan est satisfaisant avec 2 victoires en phase de groupe. Fini la première étape, place au quart de finale, d'ailleurs l'ultime rencontre pour atteindre le premier objectif qui n'est d'autre que de composter l'un des tickets qualificatifs pour le mondial. Des jeunes engagés et déterminés à hisser haut les couleurs de la Guinée. Les champions de la zone 2 pèsent bien l'ampleur de cette rencontre face à la Libye avec un score plutôt serré à la mi-temps, 11 buts à 9 en faveur de la Guinée. À la reprise, l'équipe guinéenne se montre beaucoup plus offensive et réaliste en déjouant la stratégie mise en place par les Libyens. Avec une tactique collective solide, la Guinée remporte ce match historique avec 12 buts d'écart, 34 buts à 22. Pour rappel, la Guinée a quitté cette compétition depuis avant l'avènement du Covid-19. Donc une qualification en Coupe du Monde est une bonne nouvelle non seulement pour le mouvement sportif guinéen, mais aussi et surtout pour la Fédération guinéenne de handball qui ces dernières années met tout le monde d'accord sur l'effort fourni sur le plan national, ce qui se reflète d'ailleurs sur les différentes participations de nos athlètes qui représentent toujours dignement notre pays avec des trophées et médailles récoltées. A préciser que la Guinée sera face à la Tunisie en demi-finale ce mardi à 17h30, temps universel. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. À demain pour d'autres éditions d'information. N'oubliez surtout pas que la Guinée est notre paradis, terre de richesse, d'innovation et d'opportunités. Bonsoir.